Plus de 60 civils ont péri à El Fasher dans le nord du Darfour sous des frappes de drones ayant visé des zones non militaires. Les attaques attribuées aux forces paramilitaires du général Emeti marquent une nouvelle escalade dans la guerre qui ravage l'ouest du Soudan depuis plus d'1 an. Au Cameroun, les électeurs se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président. 12 candidats sont en liste, dont Paul Biya, 92 ans au pouvoir depuis plus de 40 ans. À Douala comme à Garoua, le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme porté par une réelle motivation et beaucoup d'espoir. Bonsoir à tous et bienvenue. 2 attaques survenues dans la soirée du vendredi 10 et la matinée du samedi 11 octobre ont fait au moins 67 morts à El Fasher, capitale du Darfour Nord, imputées aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. Elles ont pris pour cible le centre universitaire Dar al-Arkam qui abritait plusieurs dizaines de familles déplacées. Plus de 60 civils tués dans des attaques de drones ciblant des installations non militaires de la ville d'El Fasher en l'espace de 24 heures. Au Soudan, le week-end a été particulièrement meurtrier au Darfour, une région située dans l'ouest du pays. La dernière en date s'est déroulée à l'aube du samedi 11 octobre, aux alentours de 5 heures du matin, quand 2 roquettes sont tombées à l'ouest d'El Fasher, sur le centre universitaire Dar al-Arkam, qui accueillait plusieurs dizaines de familles de déplacés. Bilan, au moins 37 morts selon un nombre d'une organisation d'aide locale qui précise que la veille au soir, 30 personnes avaient déjà été tuées dans une première attaque contre ce bâtiment. Alors que la semaine dernière, c'est cette fois une mosquée qui avait été prise pour cible. L'offensive de ces derniers jours contre la capitale du Darfour Nord est la plus violente depuis le début de la guerre. Imputée aux forces paramilitaires du général Emeti qui assiège El Fasher depuis 18 mois pour tenter d'en prendre le contrôle, elle a permis aux forces de soutien rapide FSR de prendre le contrôle de nombreux secteurs de la ville, repoussant l'armée dans ses derniers bastions. Avant même les attaques qui se sont produites ce week-end à El Fasher, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a lui dénoncé dès vendredi les massacres perpétrés dans la région. Membre du réseau des médecins soudanais, le docteur Mohamed Faisal juge quant à lui que ces attaques quotidiennes sont inacceptables et constituent des crimes de guerre. Toujours pendant le week-end, une autre attaque, cette fois attribuée à l'armée soudanaise, a quant à elle fait au moins 16 morts selon des autorités locales. Un drone a frappé la ville d'Al-Kouma, contrôlée par les paramilitaires, à l'est d'El Fasher. Madagascar, situation toujours confuse ce lundi 13 octobre. Au matin, dans un communiqué publié la veille, la présidence de la République dénonce des menaces visant l'intégrité physique du chef de l'État. À cette heure, on ignore toujours où se trouve précisément le président Andry Rajoelina. Le président malgache Andry Rajoelina ne s'est pas exprimé publiquement depuis la mutinerie lancée samedi matin au Cap-Sat, écrit notre correspondant à Antananarivo, Guillaume Fabry. Seul son premier ministre a pris la parole samedi soir pour appeler au dialogue. La communication de la présidence a quant à elle publié dans un communiqué hier matin pour dénoncer une tentative de pouvoir illégal et par la force. Et un autre communiqué hier soir faisait état, vous l'avez dit, de menaces explicites à l'encontre du chef de l'État. Andry Rajoelina semble plus isolé que jamais. Son ex-premier ministre Christian Zaï et l'homme d'affaires Mami Ravalomanana, dont il était encore très proche jusqu'à récemment, ont rejoint l'île Maurice à bord d'un jet privé samedi soir. Avant que ce dimanche, le Cap-Sat ne désigne un nouveau chef d'état-major des armées, le général de division Pukalas, en remplacement du général Rakoto Rivelo, fraîchement nommé ministre des Forces armées. Mais cette passation de pouvoir n'a pas reçu l'aval d'Andry Rajoelina qui aurait dû signer un décret pour cela. Ce dimanche a été aussi marqué par un rassemblement populaire sur la place du 13 mai à Antananarivo pour célébrer les militaires du Cap-Sat. 1 millier de personnes environ se sont réunies sur cette place emblématique de la capitale malgache, cœur de toutes les contestations populaires qu'a connues Madagascar depuis 1972. À la mi-journée, 3 blindés ont fendu la foule. Les soldats se sont levés, tout sourire, armes à la main, pour saluer ces militants qui les acclamaient en brandissant des drapeaux malgaches.
C'est un rassemblement pour le moins hétéroclite qu'a accueilli la place du 13 mai. Était en effet présent le colonel Radriani Rina à la tête de la mutinerie, mais aussi l'ancien président Marc Ravolomanana, renversé par Andry Rajoelina en 2009, ou encore Mikolo, un jeune étudiant de 19 ans devenu un symbole de la contestation de la Gen Z malgache. Les électeurs camerounais ont voté ce 12 octobre 2025 pour élire leur président. Le chef de l'État sortant, Paul Biya, brigue un 8e mandat face à 11 autres candidats, dont 2 se sont récemment ralliés à Bilobouba Maïgari. Au Cameroun, le pays vote depuis ce matin 8 h. Heure locale et jusqu'à ce soir 18 h pour une élection présidentielle avec 12 candidats, dont une femme et un chef de l'État sortant, Paul Biya, 92 ans, dont 43 ans au pouvoir. À Douala, sud-ouest du Cameroun, capitale économique du pays, certains sont arrivés aux premières heures. J'étais pressé de voter, explique un premier électeur rencontré. Très tôt, à 6 h, je me rends au bureau. J'arrive là-bas, je ne retrouve pas mon identité. Je me rends tout juste ici, derrière le lycée. C'est là où je trouve mon identité. J'étais très content de voter. Un deuxième également satisfait explique, ça y est, mon numéro est là, 254. Je vois ma photo, je vais voter. Une électrice raconte de son côté, je sors de la messe et je passe directement au vote avant de rentrer chez moi. Pareil pour une deuxième, je viens de l'église et nous avons prié pour la nation afin que l'élection se passe bien. Je n'ai pas prévu de revenir. J'ai confiance dans le processus. Un autre plus prudent prévient, j'ai prévu de revenir ce soir pour la sauvegarde de mon vote. Un électeur anglophone compte en faire de même. Je vote maintenant, je vais rentrer manger et après je reviendrai ici pour voir comment se déroule le scrutin. Je me dois de revenir. Une doualaise glisse émue. C'est la première fois que je vote. C'est ma première fois. C'était important pour moi de voter cette année. Parmi les personnes rencontrées, celui-ci souligne « serein ». Quand je vois l'atmosphère, je ne retrouve pas l'ambiance qui ferait peur à présent. Et un dernier, de conclure dans un sourire « Je suis venu, malgré la pluie ». C'est une grosse preuve de motivation. À la mi-journée, au collège évangélique du quartier New-Bell, les électeurs arrivent désormais à un rythme un peu plus soutenu en matinée. Il y a dans ce centre de vote environ 25 bureaux répartis entre le rez-de-chaussée et les étages. Devant chaque bureau, un peu de monde, les rangs se forment avec une dizaine de personnes à chaque fois. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, dont les leaders ne sont pas retenus pour la présidentielle, avaient appelé à une marche ce 11 octobre à Cocody, une manifestation finalement interdite. Selon le ministère de l'Intérieur, 237 personnes ont été interpellées à Abidjan et 18 autres à Dabou, à une quarantaine de kilomètres de la capitale économique. Suivez. Ce 11 octobre, le boulevard Latrille, itinéraire prévu pour la marche du Front commun, avait été placé sous haute surveillance. Au carrefour Saint-Jean, les passants ont été systématiquement contrôlés et toute tentative de regroupement rapidement empêchée. Plusieurs dizaines de jeunes ont été interpellés, parfois brutalement. Je viens marcher pour la paix et je vois les corps habillés qui sont en train de prendre les enfants partout. Témoin, une militante sous le choc. Celui qui vient, on le met dans le cargo. On ne peut pas marcher. Un autre groupe de manifestants a tenté de se remobiliser dans le quartier de Blockhouse, à quelques rues de là. Mais les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. On regarde ces choses-là, la mort dans l'âme, commente un habitant proche de l'opposition. Les gens ont marché à Yopougon, une marche bien encadrée, il n'y a rien eu. Donc, en termes de marche, l'opposition est très mature, qu'on laisse les gens marcher tout simplement. Ce qu'on voit là, c'est de la barbarie, c'est de la violence gratuite. Les initiateurs de la marche saluent la mobilisation des militants tout en appelant au dialogue.
il y a eu la volonté ferme des gens de sortir et de manifester leur mécontentement malgré ce dispositif militaire très impressionnant, a déclaré Sébastien Dano-Djedi, président exécutif du PPACI. Le pouvoir roule en roue libre vers des élections qu'il pense organiser haut la main. De son côté, le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, assure que les forces de l'ordre ont fait leur travail de façon régalienne et dans le strict respect des règles. Les personnes interpellées, prévient-il, seront traduites devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Alors que les derniers otages israéliens encore détenus par le Hamas doivent être libérés dans les prochaines heures, Donald Trump s'est envolé dimanche soir pour le Proche-Orient avant de co-présider ce lundi après-midi au Caire, un sommet pour la paix consacré à Gaza. Le président américain effectuera une brève escale en Israël. La libération des derniers otages israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza a commencé ce lundi matin. Un premier groupe de 7 otages israéliens a été remis à la Croix-Rouge aux alentours de 5 heures. Il s'agit de la première étape du plan présenté par Donald Trump en vue de cesser le feu dans l'enclave. Le retour en Israël des 48 otages vivants ou morts encore détenus par le Hamas doit s'accompagner de la libération de près de 2000 Palestiniens détenus par l'État hébreu. Le président américain qui s'est envolé dimanche soir pour le Proche-Orient à bord d'Air Force One est brièvement attendu en Israël lundi matin. Il prendra ensuite la direction du Sharm el-Sheikh en Égypte où il co-présidera avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi un sommet pour la paix à Gaza lundi après-midi. Les dirigeants de plus de 20 pays y sont attendus ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En revanche, aucun représentant israélien n'y assistera. L'Union européenne va redémarrer mercredi sa mission de surveillance au poste frontière de Rafah entre Gaza et l'Égypte, a annoncé la chef de la diplomatie de l'UE, Kadia Kallas, dans un message sur X. La mission de surveillance EUBAM impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier avant d'être suspendue en mars. La chef de la diplomatie européenne, Kadia Kallas, a salué ce lundi la libération de 7 otages israéliens libérés par le Hamas en soulignant le rôle du président Trump dans cette étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette percée, a-t-elle déclaré sur X. L'avion Air Force One s'est posé à l'aéroport Ben Gurion du Tel Aviv après avoir survolé à basse altitude Tel Aviv et la place des otages où sont rassemblés plus de 60 000 Israéliens. Le président américain effectue une visite express de 4 heures avant de repartir vers l'Égypte où doit signer l'accord de paix en présence d'une vingtaine de pays. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous.